Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous accueillir dans cette nouvelle masterclass Up Together. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous mettre un petit mot? Ah, Bruno, Lisa, salut tout le monde. Salut Simon. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Très content de vous accueillir pour cette nouvelle masterclass Up Together. Aujourd'hui, on va parler de RPS. Alors RPS pour risques psychosociaux, sujet que on connaît malheureusement tous, qu'on soit RH, manager ou même collaborateur évidemment. Sujet qui est de plus en plus prégnant et qui a été particulièrement dans le cadre de la crise sanitaire. Pour vous sortir quelques chiffres, pour donner un peu le ton, actuellement, alors c'est vrai que des chiffres, il y a beaucoup de choses sur internet sur les RPS, donc c'est à prendre avec des pincettes et Adrien, sous ton contrôle. On a en France aujourd'hui, 11 des personnes, qui sont, des collaborateurs qui sont touchés par ces fameux RPS. Donc ça, la source est acteurs publics. Et pour vous donner aussi, un comparatif en sortie de crise, ils étaient 47 en sortant du confinement. Donc voilà, ça va quand même mieux, mais c'est toujours pas ça. Et nous, dans les ateliers Up Together, on est à près de 15% des sujets remontés par les managers. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous rappelle que nous, Up Together, on crée et on anime des communautés de managers qui se coachent les uns les autres sur des problématiques qu'ils sont en train de vivre, et dans le cadre de cycles de plusieurs mois. Et l'objectif étant de développer leurs compétences de manager coach et de manager leader, et aussi d'améliorer la collaboration en interne. Et on identifie les sujets qui sont les plus chauds au sein de notre communauté, et on va travailler avec des experts comme Adrien pour créer ces masterclass afin de partager avec notre communauté de managers et de IRH autour de ces problématiques. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, très heureux d'accueillir Adrien Chignard, qui est psychologue du travail, qui a vécu cette crise et qui est en train de gérer la post-crise avec de nombreuses entreprises. C'est pourquoi on l'a sollicité. On avait déjà fait une masterclass avec Adrien il y a une petite année, donc on est vraiment ravis de t'accueillir de nouveau. Il est psychologue du travail et consultant, et c'est pourquoi est-ce qu'on aime travailler avec Adrien? C'est parce que, évidemment, pour son expérience et son expertise, c'est un homme de terrain, vous allez voir, qui vit les choses et qui a un franc-parler, et surtout qui a des solutions à vous proposer pour à la fois anticiper et traiter ces RPS, que vous soyez manager ou bien que vous soyez ORH dans votre entreprise. Peut-être Adrien, avant de te laisser la parole, vous rappeler que ces masterclass, elles sont interactives. Donc Adrien va partager avec vous, mais n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans l'onglet questions, soit dans l'onglet chat. Ce que je vous propose, c'est qu'on les prenne en fin de masterclass. Cette masterclass, elle va durer 1 heure, 1 heure, 1 heure et quart. Donc voilà, posez vos questions, vous pouvez voter pour ces questions et on les prendra toutes à la fin, voilà, avec Adrien, qui se fera un plaisir pour y répondre. Adrien, je te laisse la parole. Je te souhaite une bonne masterclass et j'envoie tes slides. Merci Grégoire, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présent avec moi ce matin. Donc je pense que Grégoire a tout dit. Adrien, 38 ans, psychologue du travail. J'enseigne dans 4 universités, j'écris des bouquins qui, d'après ma femme, sont particulièrement casse-pieds à lire, sur les méthodologies d'intervention en situation tendue au travail. Pour ne rien vous cacher, je suis sacrément content d'être avec vous ce matin. Alors moi le matin c'est jusqu'à 13h, mais je suis hyper content d'être avec vous aujourd'hui pour 2 raisons. Premièrement, parce que vous allez vite le comprendre, on va parler d'un sujet qui me passionne. Bien souvent, je m'enflamme en parlant de ces sujets-là parce que j'y trouve beaucoup de plaisir. Mais je suis aussi super content d'être aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que mon fils de bientôt 11 mois a fait sa première nuit complète depuis 11 mois. Alors, ce qui aurait été formidable, c'est que sa sœur fasse pareil. Mais globalement, j'ai pu semi-bien dormir. Alors, probablement que certaines et certains se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce type ? Là, on vient assister à une masterclass sur les risques psychosociaux et le type est en train de nous raconter sa life dès le départ. C'est quoi ce délire-là » En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant d'être un psychologue du travail, avant d'être un spécialiste, on va dire, des risques psychosociaux, avant d'être un chef d'entreprise, j'ai 14 personnes avec moi chez Sens et Cohérence, je suis un être humain, je suis un papa, je suis un mari, je suis un être humain aujourd'hui en situation de travail, tout comme vous. Et en fait, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui en tant qu'être humain, avant de vous parler en tant que responsable des ressources humaines, directeur QHSE, avant le rôle professionnel qui est le vôtre, il m'intéresse de parler à celles et ceux qui se cachent derrière ces rôles-là. On va structurer notre intervention en 4 temps ce matin
Premièrement, on va regarder ensemble comment on peut repérer les signaux faibles d'une personne qui est en difficulté. Avant même que ça dysfonctionne vraiment, avant même que ça brûle, le risque psychosocial, en fait, on devrait parler plutôt de trouble psychosocial lorsque ça brûle, qu'est-ce qui nous permet de détecter sur site ou à distance? Parce que l'hybridation du travail telle qu'on la connaît aujourd'hui nous amène à devoir montrer des talents, notamment pour les managers, de détection à distance. Et loin des yeux, loin du cœur, on le sait, en tout cas, loin des yeux, loin d'une détection précoce. Et pourtant, il y a des petits tips, des petites techniques. Alors, vous allez vite le comprendre, comme l'a dit Grégoire, je suis un psychologue qui préfère donner des réponses que poser des questions. Il me semble que si on sort de chez le médecin en sachant toujours pas ce qu'on a, ça me pose problème. Moi, j'aime bien effectivement que vous repartiez d'ici avec quelques tips, quelques techniques pour mieux gérer votre quotidien. Ensuite, une fois qu'on a repéré quelqu'un qui va mal, la belle affaire. Ok, tu vas mal, mais je fais quoi? Comment je peux, on va dire, prendre attache avec toi, initier le contact, créer la relation avec toi qui va mal, sans pour autant devenir ce qu'on appelle un toxic handler, c'est-à-dire un preneur de toxicité organisationnelle, sans que la contagion émotionnelle me fasse du mal. Comment je peux aller vers toi sans me faire du mal? Derrière, et c'est bien heureux, le meilleur des risques psychosociaux, c'est celui qu'on va éviter grâce à une saine stratégie de prévention. C'est la raison pour laquelle je vous donnerai 3 techniques gratuites, facile, c'est pas souvent que c'est facile, mais là ce sera facile, et instantané à l'issue de sa masterclass pour que vous puissiez dès cet après-midi tester avec votre équipe des techniques qui fonctionnent pour faire en sorte d'abaisser le niveau de tension psychosociale et puis juste qu'on prenne du plaisir à bosser. Parce que rappelons-le, le travail c'est la deuxième activité de notre vie après le sommeil, quand on n'a pas d'enfant. Alors nécessairement, autant y prendre un peu son pied, c'est quand même l'idée. Et puis pour celles et ceux qui auront le courage d'écouter un psy un peu enthousiaste, parfois fastidieux et qui parle trop vite pendant les 40 premières minutes, je vous promets le dessert. Ça sera l'histoire des 4 managers, mais je vais faire avec vous comme avec mes enfants. Vous n'aurez le dessert que si vous avez mangé à la fois l'entrée et le plat de résistance. Un peu de teasing, ça fait de mal à personne. Alors, Grégoire l'a dit, ça fait quelques mois qu'on a travaillé ensemble en début d'année et pourtant il s'est passé plein de choses. Les journées sont longues et les années sont courtes. Et bien, en situation de pandémie, on a vécu, et les derniers chiffres le montrent, Santé publique France est assez clair sur le sujet, une forte hausse de la détresse psychologique. Alors, entendons-nous bien, la détresse psychologique, ce n'est pas grave en soi. Qu'on ait une détresse psychologique, c'est l'antécédent du trouble. La détresse psychologique, c'est ce qui va précipiter le fait que derrière, on ait de l'épuisement professionnel, de l'anxiété, un état dépressif majeur. C'est avant, quelque part, le trouble. C'est l'antichambre du problème psychologique. Et on a vu qu'effectivement, cette détresse psychologique, elle avait généré beaucoup de difficultés. Ce qu'on nous, on appelle dans notre métier un peu le lazy life, le mode patachon, c'est-à-dire un peu ras-le-bol, quoi. L'anédonie dont parlent les psychologues, c'est-à-dire l'impression que tout a un peu le même goût. Alors, si tout a vraiment le même goût, c'est un symptôme du Covid. Là, je vous invite à aller voir votre médecin. Mais l'impression qu'effectivement, il y a une forme d'agueusie, que la vie a un peu moins de relief, c'est un peu moins agréable. On aimerait pouvoir faire le mode granola, Netflix, canapé, chaussons, un peu tous les week-ends, parce qu'on en a un peu ras-le-bol de cette situation de pandémie qui n'a de cesse, on va dire, de se perpétuer. Grégoire, tu disais avec beaucoup, à mon avis, d'optimisme tout à l'heure qu'on était post-crise. J'en suis pas certain. En tout cas, ce que je vois dans les entreprises m'amène à penser que la sortie de crise n'est pas nécessairement pour tout de suite, même s'il y a un vrai regain d'activité. C'est le moins qu'on puisse dire. On a vécu toutes et tous une altération du soutien social. Et s'il y a bien une chose que j'aimerais que vous reteniez de cette masterclass, c'est que le premier rempart contre la détresse psychologique en situation de travail, c'est le soutien des pairs. Plus vous êtes connectés, et ça Up Together le fait très bien, plus vous créez des communautés, plus vous allez générer de la santé mentale. Il ne s'agit pas pour Up Together, comme pour moi, on va dire, d'avoir des croyances, d'avoir des opinions. Ça, on peut les avoir en buvant une bière le soir au PMU, c'est sympa, pourquoi pas. Il s'agit de faire de l'evidence-based psychology. L'evidence-based psychology, ça veut dire que la psychologie fondée sur des preuves scientifiques met en lumière, donc pas besoin d'opinion quand on a des preuves scientifiques, que la qualité du lien social, c'est ce qui nous sauvera tous et ce qui nous permet d'avoir, on va dire, une santé mentale de meilleure qualité. Le problème, c'est que notre soutien social, il en a pris un sacré coup. On se voit moins, l'hybridation, c'est un peu compliqué, le management à distance, c'est compliqué, et puis les relations à distance, c'est compliqué. C'est compliqué au boulot, mais si on se dit la vérité, c'est aussi compliqué dans la vie commune. Enfin, si quelqu'un, dans l'assistance aujourd'hui, vous êtes 60 à nous suivre là en ce moment, si quelqu'un aujourd'hui dans l'assistance sait régler des conflits de couple par téléphone, qu'il me laisse sa carte. Moi, j'ai jamais réussi. Pourtant, ma femme est psy. Dès qu'on essaie de régler un conflit par téléphone, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on s'engueule 2 fois plus. Donc, effectivement, il y a une distanciation sociale qui crée de la conflictualité parce qu'on a une forte abrasion de la tolérance à la frustration. Ça veut dire quoi, mon jargon? Ça veut dire qu'on est dans une forme d'incertitude durable. On aurait préféré qu'on nous dise il y a 18 mois, cette fameuse phrase de Lucrèce, je cite de vieux philosophes, mais
Lucrèce nous disait, il vaut mieux une vraie tristesse qu'une fausse joie. On aurait préféré qu'on nous dise il y a 18 mois, bon écoutez, vous allez morfler, on va galérer pendant un an, mais ensuite, je vous jure, on reprend une vie, c'est les 30 glorieuses, on ressort, on boit des mojitos, des spritz, on voit la famille, c'est super. On aurait préféré faire ça, et malheureusement, on est plutôt sur des stop-and-go pandémiques qui génèrent, on va dire, une assez grande incertitude. Et c'est le gros problème. Parce que si le premier rempart contre la détresse psychologique en situation de travail, c'est le soutien des pairs, le deuxième, c'est le sentiment de contrôle. Et là, on a l'impression qu'on n'a plus le contrôle sur le quotidien et ça génère ce qu'on appelle une fatigue pandémique. Alors, ce n'est pas moi, hein, ce n'est pas mon terme, c'est l'OMS qui parle de fatigue pandémique. La fatigue pandémique, c'est tout simplement l'altération de la vigilance par rapport à des comportements de safety. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 18 mois, porter les masques, laver les courses, mettre du gel hydro, aérer, on en a un peu ras-le-bol. Parce que l'activation physiologique du corps nécessaire à une hypervigilance, au bout d'un moment, elle nous fatigue, ce qui fait qu'effectivement, on arrive dans des situations où on va avoir de grandes difficultés parfois à faire face au quotidien. Alors, certains vont avoir plus de difficultés que d'autres, et c'est tout le thème de cette masterclass, c'est comment on va pouvoir repérer quelqu'un qui est en difficulté. Alors, j'ai mis un collègue sur mes slides, mais ça veut parler de vous, de votre patron, de vos collaborateurs, de votre voisin, de votre belle-mère. En fait, comment on repère un être humain qui va mal? Là, on va se centrer sur les situations de travail. Alors, premièrement, comment savoir si ça dérape? Quels signaux faibles sur site ou à distance on va pouvoir avoir? Ce qu'il faut avoir à l'esprit quand même, c'est que on n'a pas tous les mêmes façons de fonctionner par rapport au stress. Je prends un exemple très simple. Ma femme est psy comme moi. Alors, je ne sais pas si vous imaginez les soirées à la maison, c'est assez particulier les discussions. Mais moi, je suis un grand anxieux. C'est pour que vous ayez l'impression qu'aujourd'hui, c'est fluide. Avec Grégoire, on n'a pas l'air comme ça, mais on a vachement bossé avant. Parce que tout simplement, on a besoin de s'assurer que c'est nickel, c'est propre, ça fonctionne et que les clients que vous êtes, en tout cas celles et ceux pour lesquels on travaille, doivent en avoir, entre guillemets, pour leur temps, qu'on vous donne quelque chose de qualité. Donc moi, j'ai besoin d'être toujours hyper préparé. Et juste avant de prendre la parole, je suis toujours un peu stressé. J'ai une petite technique qui s'appelle la diffusion cognitive. Je vous en parlerai tout à l'heure dans les questions-réponses si ça vous intéresse, pour savoir comment je me déstresse. Mais ma femme n'est pas du tout comme ça. Ma femme, c'est one again. Elle arrive les mains dans les poches, elle sort ses trucs, elle avance toute seule et elle n'est pas stressée du tout. En tout cas, pas par ces choses-là. C'est pas parce qu'on n'a pas tous le même seuil de déclenchement du stress qu'on n'a pas tous un seuil de déclenchement du stress. Et c'est ce qu'on va voir, comment repérer quelqu'un chez qui, on va dire, la goutte d'eau va faire déborder le vase. Alors, je vais vous donner une technique qui est assez simple, qu'on appelle la technique des 3 I. Mon premier I, c'est l'isolement. Vous savez, si les oiseaux se cachent pour mourir, comme disait, on va dire, la fameuse œuvre de littérature, eh bien, les êtres humains se cachent pour souffrir. Ils opèrent ce qu'on appelle un retrait social. Pourquoi? Tout simplement, quand tu as un gros coup de calgon, tu as une mauvaise image de toi et tu n'as pas envie d'aller la montrer au monde entier. Moi, c'est pas le matin quand j'ai les cheveux ébouriffés, les dents pas lavées et que je suis dans mon pyjama, on va dire, avec des pastèques dessus, que j'aime qu'un livreur vienne, parce que cette image-là n'est pas nécessairement celle que je veux donner au monde entier. Donc, quand on n'a pas une bonne image de soi, on opère ce retrait social, on veut rester un petit peu dans son coin. Au travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui est moins présent aux after-work, qui vient moins en réunion, ou qui s'implique moins, c'est-à-dire même quand il est là, il n'est pas vraiment là, en fait. Tu n'es plus là en réunion, on ne t'entend plus. On a l'impression que tu es un peu ailleurs. Donc, premier I, c'est l'isolement. Souvenez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques instants. Si le soutien social est le premier rempart contre la détresse psychologique en situation de travail, alors l'isolement, c'est la double peine. Non seulement je vais mal, mais je me prive de la possibilité d'aller mieux avec le soutien de mes pairs. Et on sait combien c'est dépressogène et difficile, ces situations d'isolement. Si autrui s'isole, je vais m'alerter. Et là, c'est important. Je vais m'alerter, je ne vais pas m'alarmer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous des traits de personnalité similaires. Les traits de personnalité, il y a un grand modèle qui s'appelle le modèle Océan en psychologie qui permet de voir 5 grands traits de personnalité, les Big Five comme on dit. Et certains ont une personnalité dite introvertie, ou en tout cas présente un trait de personnalité centré sur l'introversion. Et celles et ceux qui sont introvertis, ce sont celles et ceux qui vont se ressourcer davantage dans le calme, la quiétude et la solitude que dans le groupe, l'excitation et la multiplicité des rapports sociaux. Donc si quelqu'un s'isole, ça ne veut pas forcément dire qu'il va mal, ça veut dire qu'il veut peut-être qu'on lui fiche la paix pour pouvoir se ressourcer. Si autrui s'isole, tiens, j'ai un petit warning, une petite lumière qui s'allume, je vais m'alerter. Si autrui s'irrite dans un second temps, alors là, ça va commencer à me questionner un petit peu. C'est quoi l'irritabilité en tant que telle? C'est quand on dit d'autrui, bon, attends, il a perdu son sens de l'humour, là, il est méga susceptible, on marche sur des œufs, on ne peut rien lui dire, il monte dans les tours direct, il se met en tension vachement facilement. En fait, on l'a vu post-pandémie et on le vit encore.
une abrasion de la tolérance à la frustration. C'est-à-dire que c'est comme si on jouait avec des allumettes ou des mégots de cigarettes allumés dans le maquis corse au mois d'août. Le moindre truc, ça part. Et on le voit, nous, on n'a jamais traité on a, je crois, 8 enquêtes harcèlement en cours chez Sens et Cohérence. Ça n'arrive jamais qu'on ait 8 enquêtes harcèlement. J'ai des hyper-conflits un peu partout dans mes usines ou dans mes sièges sociaux. Je n'ai jamais vu un corps social en France aussi inflammé qu'aujourd'hui. Donc, l'irritabilité de votre collègue doit systématiquement vous alarmer si en plus de ça, il s'isole. Il s'isole, je m'alerte. En plus de ça, il monte rapidement dans les tours, il est très colérique, il est devenu super susceptible. En fait, si autrui a perdu son sens de l'humour, ça doit nécessairement vous inquiéter un petit peu. Le sens de l'humour, hein, rappelons-le philosophiquement, l'humour, c'est jamais rire des autres. L'humour, c'est toujours rire de soi. Et si autrui a perdu sa capacité réflexive sur lui-même en sachant rire de lui-même, alors ça doit nous alarmer. Mais si en plus de l'irritabilité, il est instable, c'est quoi instable? C'est, ma fille dirait, c'est gens qui rient, gens qui pleurent. C'est il est soupolé, c'est les montagnes russes émotionnelles. S'il passe, entre guillemets, du rire aux larmes rapidement, ça doit nous inquiéter. Imaginons que, j'ai vu tout à l'heure dans l'assistance, il y a une dame qui s'appelle Karen. Imaginons que Karen, ce soir, tombe sur un billet de 500 € dans la rue. Bah, franchement, je pense que notre amie Karen, en tombant sur les 500 € dans la rue, elle va être un peu contente. Ça fait toujours plaisir de trouver 500 € dans la rue. Mais si, en prenant le billet qu'elle se relève, elle s'ouvre le crâne sur un morceau de marbre qui était sur un pan de fenêtre et qu'elle saigne du crâne, que ça lui fait mal, elle va passer un moment un peu plus désagréable. Ce que je ne te souhaite pas, Karen, hein, je te souhaite le meilleur pour la suite. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que c'est normal d'avoir des hauts et des bas dans la vie. Celles et ceux qui n'aiment la vie que quand elle est belle, ça n'est pas la vie qu'ils aiment, c'est une chimère. Hein, la vie, elle est faite d'une gamme d'états émotionnels extrêmement large. On ne peut pas aimer la vie uniquement quand elle est belle. On doit l'aimer dans les bons comme dans les mauvais moments. Ou en tout cas, si tel n'est pas le cas, sachez que ça s'appelle une absolutisation de la pensée et que c'est un des symptômes de l'état dépressif majeur. L'instabilité, c'est tout simplement que des hauts et des bas, c'est normal. Mais si les hauts et les bas sont extrêmement amples et très fréquents, si la sinusoïde est très importante, alors là, il est absolument important de pouvoir agir. Alors, la belle affaire. Il faut agir. Merci Adrien, on s'en serait douté. Payer un psy comme ça pour nous raconter des trucs qu'on sait tous, c'était peut-être pas la peine de venir. Je vous remercie de me faire ce genre de commentaires. C'est la raison pour laquelle on va essayer de comprendre comment en 4 étapes on peut avancer. La première des choses, c'est d'aller explorer la situation et de s'impliquer dans la relation avec autrui. On n'utilise pas le tu qui tue ou le on qui est un, je vous laisse finir la phrase pour ne pas être inélégant, on utilise le je. Je plus la révélation positive de ses émotions. Je suis inquiet, je suis peiné, je suis affecté, je suis apeuré, mais le je suis inquiet marche bien globalement. Hein. Je suis inquiet et ensuite un ou deux faits observables, parce que tu viens plus aux réunions, parce que je t'ai vu l'autre jour mettre un coup de genou dans la porte des toilettes, parce que je t'ai vu l'autre jour les larmes aux yeux devant le self. En fait, on prend 2 ou 3 points concrets. Alors, je le précise quand même, parce que quand je fais des cycles de conférences, parfois pour la SNCF, pour des grandes entreprises comme ça, on me dit « Ouais, mais j'ai essayé ton truc, ça n'a pas marché. » Tiens, c'est étonnant, qu'est-ce que tu as fait? Et ben en fait, j'ai noté une vingtaine de trucs qu'une collaboratrice faisait. Je suis allé la voir en disant j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et je lui ai dit mais c'est vachement creepy ton truc. Même toi, tu me fais flipper. J'ai l'impression que tu l'observes tous les jours pour noter sur un papier. On n'en prend pas 25, on prend 2 ou 3 éléments concrets et ça suffit. Donc, on va explorer la situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va éviter la pensée magique. Et là, je vais m'adresser aux hommes de l'auditoire parce qu'on sait qu'il y a une différence de genre dans la façon de fonctionner. Les hommes sont très bons pour avoir ce qu'on appelle de la pensée magique. La pensée magique, c'est ce que j'appelle, moi, plus simplement, la stratégie du pot de pesto ou du pot de bolognaise, de sauce bolognaise. C'est quoi cette technique? Vous savez, on fait tous de temps en temps, le week-end, c'est souvent le dimanche quand on n'a plus envie de se casser les pieds le dimanche soir, on se dit tiens, on va se faire des pâtes avec du pesto. On ouvre le pot de pesto et pour une raison qui m'est complètement inconnue, il en reste toujours 1 ou 2 centimètres au fond du pot parce que ça en fait trop dans les pâtes. Donc du coup, on se dit il reste 1 ou 2 centimètres au fond du pot. La lucidité devrait nous amener à le jeter ou à le donner aux oiseaux. Mais non, les hommes, particulièrement, le mettent dans un petit tank du frigo en se disant mais je vais le laisser là, on verra bien pour une autre fois. Imaginant qu'il va bien disparaître tout seul, ce pot de pesto. Sauf qu'on ne refait jamais des pâtes au pesto quand il reste 1 centimètre de pesto au fond du pot. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce pot de pesto qui reste au fond du pot, non seulement il ne disparaît pas tout seul, magiquement, mais en plus, il va commencer à pousser, à pourrir, et il va vous contaminer tout le frigo. La stratégie du pot de pesto, c'est de se dire que quand on voit quelqu'un qui va mal, on va vite, rapidement, tout de suite le rencontrer, parce que la prise de contact va nécessiter un petit effort pour un grand résultat. Alors que si vous attendez très longtemps en disant, cette stratégie très masculine, il a un coup de calgon, mais avec le temps, ça va passer. Si vous pensez que le temps sera le seul capable de penser les plaies d'autrui, alors vous allez vous retrouver avec un méga problème qui vous faudra un méga effort pour même pas réussir véritablement à solder. Si on prend le sujet tout de suite quand quelqu'un va mal, petit effort, gros résultat. Si on attend avec un pot de pesto,
qui nous pourrit le frigo, il nous faudra un gros effort pour un bien maigre résultat. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de pouvoir agir rapidement pour éviter cette pensée magique. Là encore, messieurs, je suis désolé, vous allez penser que je suis sexiste, mais il y a une différence de genre, donc force est de constater qu'il faut en parler. On est assez clair sur le message à passer. Les hommes ont parfois du mal à faire de la révélation, on va dire, de leurs émotions. Donc plutôt que de dire je suis inquiet parce que je t'ai vu mettre un coup de genou dans la porte des toilettes et tu avais les larmes aux yeux ce matin en arrivant bosser, je voudrais en parler avec toi. Ils en font des caisses et des caisses. Ils sont spécialistes pour planquer l'aiguille dans la botte de foin parce qu'ils sont mal à l'aise avec ça. Du coup, la personne à qui on va parler dit mais écoute, c'est quoi ton truc, tu veux quoi? Je comprends que dalle en fait. Tu es censé m'aider, mais là tu es en train de me noyer sous une somme de détails. Je ne comprends plus rien. Make it simple. Sujet, verbe, complément, simple, basique. Vous savez que Orelsan a sorti hier le premier morceau de son album. Il était normal pour moi de le citer au moins une fois dans cette masterclass. J'explore la situation. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Et bien ensuite, je vais écouter. Et alors là, je vais vous donner un secret de psy. Peut-être que tout mon business model va s'effondrer, mais après tout, j'aurai eu l'impression d'œuvrer pour le bien commun. Comment on fait pour écouter? On écoute vachement mieux quand on se tait. Et alors là encore, j'imagine certaines et certains disent écoute, moi je vais me déconnecter. Si c'est pour écouter des trucs pareils, ça ne m'intéresse pas, j'ai autre chose à faire. En fait, cette situation-là, elle est beaucoup plus commune que vous ne l'imaginez. Rappelez-vous la dernière fois que vous êtes parti en vacances. Imaginons que c'était là, on a eu un long week-end de 4 jours pour celles et ceux qui ont fait le pont. Et votre collègue vous dit le lundi matin tiens, tu as fait quoi de ton week-end de 4 jours? Et vous lui dites écoute, tiens, moi je suis allé faire un tour à Étretat avec ma femme et mes gamins. À peine vous avez dit ça, donc 6-7 mots, qui vous dit ah mais moi Étretat je connais par cœur, j'y suis allé en 76 avec mon beau-frère, on avait mangé. Et vous lui dites mais tais-toi, tu me poses une question, je te réponds, mais en fait tu t'en fous de ma réponse. Ce qui t'intéresse c'est de pouvoir te raconter, te livrer, c'est pouvoir monopoliser le temps et l'espace de parole pour livrer ce que toi tu as à dire. Tu m'instrumentalises dans la relation, tu me réifies, tu fais de moi le support quelque part, un tupperware d'écoute. Quand quelqu'un va mal, on se tait. On se met nous-mêmes en mode tupperware, on se décentre, on vient accueillir la souffrance qui est la sienne. Ça veut dire qu'on évite de le couper, ça veut dire qu'on évite de lui dire ah t'as raison, c'est bien, c'est mal. C'est pas ça le sujet. Et le sujet, c'est encore moins de se précipiter sur les solutions. Tu devrais faire ça, non mais fais ça, puis ça ira mieux. En fait, c'est oublier que quand quelqu'un va mal, il a beaucoup plus besoin d'être considéré que d'être conseillé. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La considération, c'est permettre à autrui de s'exprimer, de partager avec vous, on va dire, la structure de sa pensée. Ça lui permet d'en prendre conscience et ça lui permet quelque part de se guider lui-même vers l'action. Si on est sincère les uns avec les autres, quand on a un problème, globalement, on sait comment le résoudre dans la plupart des cas. Simplement, il nous faut parfois suffisamment de confiance en nous-mêmes et de structure de pensée pour pouvoir y aller. Les gens ont besoin d'être considérés beaucoup plus que conseillés en situation difficile. D'ailleurs, faites l'exercice ce soir. Rentrez chez vous ce soir et posez la question à la personne que vous aimez. Posez-lui la question suivante, tiens, en lui disant mais toi, comment tu l'as vécu cette période un peu dingue? Question ouverte. Derrière, pendant 10 minutes, alors pas montre en main, quand je dis montre en main, c'est une image, hein, regardez pas votre montre, vous allez passer pour un goujat. Mais vous allez écouter, reformuler. Ah, ce que tu me dis, c'est que c'était bizarre au départ, mais que tu as l'impression que maintenant, on va vers une organisation du travail qui va être un peu plus saine. On a le droit de rêver. Et puis derrière, vous allez pouvoir, on va dire, poser une question qui est très utile et une formulation de psy que je vous donne qui marche très très bien, c'est qu'est-ce qui t'amène à penser XYZ? Qu'est-ce qui t'amène à penser que le télétravail va se densifier? Qu'est-ce qui t'amène à penser qu'on va avoir une urbanisation des Français? Qu'est-ce qui t'amène à penser que la santé psychologique va devenir un enjeu de performance pour les entreprises? L'idée, c'est de vous taire, de ne jamais parler de vous, de ne jamais prendre la parole pour donner vos représentations du monde, mais d'inviter l'autre, effectivement, à partager ça avec vous. Faites-le. Vous avez mon adresse mail. Envoyez-moi un petit mail pour me dire la soirée que vous avez passée. À mon avis, elle sera relativement agréable. Troisième sujet, j'ai exploré, j'ai écouté, je vais maintenant orienter. Alors, on me pose souvent la question, Adrien, il faut orienter vers qui? C'est qui la bonne personne? En fait, il n'y a pas de bonne personne vers qui orienter. Ou plutôt, il y a une caractéristique de personne qui va être importante. C'est la personne en qui votre collègue qui va mal a le plus confiance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est déjà tellement compliqué de demander de l'aide que la confiance, ça va être la disposition sine qua non qui permettra de faire ça. Je vous dis ça parce qu'en 2019, il y a une étude qui est sortie qui met en lumière que 80% des gens qui vont voir des psys sont des femmes. Ça ne veut pas dire que 80% des troubles sont localisés chez les femmes. Bien sûr que non, ça veut dire que les hommes ne vont pas consulter. Pourquoi ils ne vont pas consulter?
Pour deux raisons. La première, c'est ce que montre l'étude, c'est qu'ils ont peur de perdre leur virilité perçue en allant demander de l'aide. Ce qui est une représentation complètement erronée du monde, parce qu'il faut toujours beaucoup plus de courage pour être lucide quant à son besoin d'aide que pour être dans le déni par rapport à sa situation. Donc demander de l'aide, c'est toujours faire preuve de lucidité et donc de courage. Mais malheureusement, dans la société patriarcale dans laquelle on vit, les hommes n'ont pas nécessairement ce regard-là. Donc la peur de perdre leur virilité en allant demander de l'aide. Et puis, si on se dit la vérité jusqu'au bout, parce qu'une grande partie des raisons pour lesquelles on va voir les psys, ce qu'on appelle les troubles anxieux. Et les hommes ont trouvé une façon très simple, très peu coûteuse, sans aller voir le médecin, de soigner leurs troubles anxieux. Ça s'appelle l'alcool. À Paris, tous les 6 mètres, vous pouvez acheter de l'alcool. Et l'alcool, je vous garantis, si vous êtes un petit peu anxieux, vous liquidez une bouteille de whisky, vous serez vachement moins anxieux à la fin. Vous serez vachement moins, rien du tout d'ailleurs, mais vous serez beaucoup moins anxieux à la fin. Ce n'est pas une promotion pour l'alcool, ce que je suis en train de vous dire. C'est parce qu'on sait ô combien l'addictologie aujourd'hui est sur le front de la scène. Pour votre culture personnelle, 21 doses de bar, par semaine, c'est considéré comme de l'alcoolisme pour les hommes, 14 pour les femmes. On reparlera, si vous voulez, ce qu'on appelle l'échelle de Goffman, les 3 types de consommation d'alcool. Mais quand on est effectivement sur une recherche d'automédication, je calme mon anxiété avec l'alcool et que c'est systématique, ça va poser problème. Et chez les hommes, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Donc, vous allez orienter vers une personne en qui autrui aura confiance, parce que c'est ce qui va permettre de diminuer l'effort au départ pour la personne, et puis qu'elle se sente aidée dans un second temps. Et puis enfin, vous êtes des responsables des ressources humaines, des managers, vous êtes des personnes qui sont en situation de responsabilité, c'est déjà beaucoup. Vous n'êtes pas des médecins, pas des psys, pas des infirmières, pas des assistantes sociales. Donc, s'il y a bien des sujets sur lesquels on est certain de foirer un peu dans la vie, c'est l'éducation de ses enfants, la conduite du changement et le management. Donc, que vous soyez imparfait dans la façon de fonctionner, c'est normal, ça fait partie du jeu. On ne consacre pas des journées entières à écouter celui qui va mal, sinon soi-même, on va passer de l'empathie à de la sympathie et on va finir effectivement par vivre des moments difficiles. Donc, j'oriente, mais je prends soin de moi aussi. Prendre soin de soi, ça n'est jamais égoïsme, c'est toujours lucidité et responsabilité. Quand vous prenez l'avion, on vous dit un masque à oxygène tombera directement du plafond en cas de dépressurisation de la cabine, mettez-le sur vous avant de le mettre sur les autres. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Si vous dépensez plus que votre salaire, vous allez finir en interdit bancaire. C'est pas drôle. Si vous dépensez plus d'émotions, on va dire d'énergie psychologique que vous n'en avez, vous allez finir, on va dire, à découvert énergétique, et ça c'est beaucoup moins drôle. Ça s'appelle de l'épuisement professionnel. Alors, on pourrait me dire, tu nous as menti. Ce ne serait pas la première fois qu'un psy ment. Puis vous savez qu'en moyenne, on dit 7 mensonges par jour. C'est ce qui nous permet de conserver une relative paix sociale. Vous trouverez ça dans Claudine Bilan, Psychologie du menteur. Ce qui est intéressant d'avoir à l'esprit, c'est de se dire que je vous ai promis une conférence dans laquelle on va parler d'anticiper les risques psychosociaux et pas juste gérer les personnes qui vont mal. Bienvenue dans la deuxième partie de cette conférence. On passe au plat de résistance. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est manager pour éviter que ça dérape? Je vais vous parler de 3 sujets qui, pour moi, sont absolument fondamentaux. Ce sont des éléments de reconnaissance. La première reconnaissance dont je voudrais parler avec vous, c'est la reconnaissance de l'effort. C'est l'idée de se dire, écoute, j'ai conscience que c'est galère pour toi parce qu'il y a un cas Covid dans la classe de tes gamins, donc tu as tes gamins à la maison en ce moment. Je sais que tu galères, mais franchement, merci pour tes efforts, merci pour ta mobilisation, merci pour ton implication. C'est hyper précieux pour moi de voir que tu te bouges, tu te motives, tu continues à garder le cap alors que c'est compliqué. Ta mobilisation m'est précieuse et je t'en sais gré. Activer la reconnaissance de l'effort, c'est valoriser l'investissement présent sans jamais le conditionner au succès dans l'avenir. Là encore, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on connaît tous ce qu'on va appeler les méga relous du management qui ne savent pas faire de la reconnaissance sans derrière mettre un gros coup de coude. C'est quoi? C'est celui qui dit à ses subordonnés, écoutez les gars, franchement, je vous remercie d'avoir été à l'heure à la réunion pour une fois. C'est celui qui, dans sa famille, quand son fils ramène un 18 sur 20 en histoire géo, lui dit franchement, bravo mon grand, c'est super, maintenant je veux ça à chaque contrôle. Mais en fait, on a réussi à mesurer que le fait de mettre un coup de pression derrière la reconnaissance, ça annihile complètement le côté positif. Et ce qu'en retiennent les personnes, c'est la menace dissimulée derrière. Menace et reconnaissance font en général assez mauvais ménage. Ça, c'était la première forme de reconnaissance que je voulais voir avec vous. La deuxième, moi je suis un grand romantique, c'est presque ce que je trouve de plus beau. C'est ce qu'on va appeler le jugement de beauté. C'est l'idée que peut-être qu'autour de moi, dans cette masterclass, il y a d'autres psychologues du travail. Eh bien, si d'autres psychologues du travail sont là et m'écoutent, c'est celles et ceux qui, si c'est sincère, sauront me dire à la fin
on aurait pu t'écouter des heures. Tu as une façon de mettre en mots le contenu de ta pensée. C'est du beau travail, en fait. Tu n'es pas bon au sens techniquement, mais c'est beau, c'est agréable, c'est joli. Il y a un exercice et une façon d'exercer ton métier, Adrien, qui est véritablement plaisante. Si quelqu'un me fait ce feedback-là, c'est-à-dire un jugement de beauté, un commentaire positif sur la qualité de mon travail par un père que je trouve légitime, ça va me faire méga plaisir. Ça fait du bien à ma motivation, du bien à ma santé mentale, mais en plus de ça, ça fera du bien à mon système cardiovasculaire. Alors, un père qu'on trouve légitime, c'est mieux, parce que si effectivement, Grégoire, pour une raison ou pour une autre, tu t'es trompé et tu as invité à cette masterclass quelqu'un qui est charcutier traiteur, j'espère qu'il passe un bon moment déjà, mais si ce charcutier traiteur vient à la fin et qu'il me dit c'est du beau travail, alors je boude pas mon plaisir, hein, ça va me faire plaisir, mais pas autant que si c'est quelqu'un que j'estime techniquement légitime ou on va dire scientifiquement légitime pour attester de la qualité du travail. C'est quoi le jugement de beauté? C'est saisir le beau dans ce que fait autrui, quand lui-même parfois ne le voit plus. Et ça, c'est important. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais du coup, je vais faire la 700e digression de cette conférence. Il y a en psychologie ce qu'on appelle un traitement automatique et un traitement contrôlé. Le traitement automatique, traitement contrôlé en psychologie cognitive, c'est un truc que vous connaissez tous. La première fois que vous avez pris votre voiture tout seul après avoir eu votre permis de conduire, vous ne pouviez pas conduire, faire vos rétrocontrôles, écouter de la musique, fumer une petite clope et parler à votre pote qui était assis à côté. C'est impossible. Comme vous étiez en phase d'apprentissage, ça vous consommait beaucoup trop d'énergie psychique que d'être attentif à tout ça. Et maintenant, moi j'ai 38 ans, ça fait 20 ans que j'ai mon permis de conduire. Maintenant, alors je ne suis pas fumeur, mais je peux parler à mes enfants, vérifier que mon fils dort, remettre la tétine à côté, parler à ma femme, regarder les rétrocontrôles. Je peux faire tout ça parce que l'expérience a fait que ma compétence est devenue un traitement automatique. Elle me consomme beaucoup moins d'énergie psychique. Eh bien, au travail, c'est la même chose pour vous. Vous avez un tas de compétences toutes autour de cette table. Vous avez plein de compétences que vous avez oubliées. C'est-à-dire que vous n'avez même pas l'impression de vous mobiliser de la compétence ou du savoir-faire parce que c'est devenu automatique. Le jugement de beauté, c'est ça, c'est saisir le beau dans ce que vous faites quand vous-même, vous l'avez oublié. C'est avoir à l'esprit que toute activité, elle engage notre identité. On met toujours de nous-mêmes dans ce qu'on fait. Le jugement de beauté, c'est reconnaître la beauté du geste, c'est considérer la personne qui se cache derrière le salarié. Vous l'aurez compris, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Troisième forme de reconnaissance, la reconnaissance qu'on appelle existentielle. La reconnaissance existentielle, c'est ce que vous a donné Grégoire qui se l'est joué un peu Molière au tout départ, parce qu'il a fait de la prose sans le savoir. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le fait de savoir vous dire bonjour à toutes et à tous, bonjour Catherine, bonjour Karen, bonjour Mickaël, bonjour Sylvie. C'est le fait de vous accueillir avec le sourire, en étant enthousiaste, en étant content, parce qu'on est content de partager ce moment avec vous. La reconnaissance existentielle, c'est deux choses. C'est d'abord la différence entre le respect et l'estime. Le respect et l'estime sont deux choses qui sont différentes. Le respect, c'est ce que je vous dois en tant qu'être humain, quels que soient vos comportements. J'ai vu tout à l'heure un prénom là, dans l'assistance qui s'appelait Karen, donc désolé, Karen, je vais appliquer un principe qui n'est pas très psychologique, qui est, pour ceux de ma génération, je ne sais pas si vous avez connu les Shadocks. Il y a un principe dans les Shadocks qui est il faut toujours taper sur les mêmes, ça fait moins de mécontents. Alors, ce n'est pas excellent en termes de santé mentale au travail, puisque ça pourrait s'apparenter à du harcèlement, mais maintenant que j'ai ma Karen, je vais tout mettre sur Karen. Pourquoi je dis ça? Imaginons qu'effectivement, je croise Karen ce soir en sortant du bureau qui vole une sucette à un enfant. Bien, je vais mésestimer ce comportement. Karen, voler la sucette d'un enfant, ce n'est pas véritablement ce qu'on attend d'une adulte responsable, je ne vous félicite pas. Et pour autant, si je vais mésestimer, donc apporter une valeur négative ou plutôt basse au comportement de Karen, lorsque je vais aller la voir, je ne vais pas aller l'insulter et lui faire une clé de bras. Parce que sinon, le comportement qui serait le mien serait du même type que ce que je lui reproche. C'est ça la différence entre le respect et l'estime, la reconnaissance existentielle. La reconnaissance existentielle, c'est le respect que je vous dois avant même que vous ayez fait quoi que ce soit. Avant même que vous ayez commencé à ouvrir la bouche. C'est se rappeler que la reconnaissance, c'est toujours un moteur et jamais une récompense. Que la confiance qu'on témoigne à autrui, ça l'invite à s'en montrer digne. La confiance, a priori, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble correctement. Et puis la deuxième dimension de la reconnaissance existentielle, c'est le fait de demander à vos collaboratrices et à vos collaborateurs leur avis par rapport à la façon de travailler, par rapport à votre façon de manager. C'est savoir reconnaître parfois qu'on fait des erreurs et demander aux uns et aux autres de s'exprimer par rapport au contenu de leur travail. Parce que ce faisant,
vous allez leur montrer qu'à vos yeux, ils sont légitimes pour avoir un regard. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément des scopes et qu'un salarié égale une voix. Bien sûr qu'on est des entreprises capitalistiques. Sens et Cohérence est une entreprise capitalistique qui n'a vocation qu'à créer de la valeur. Il suffit qu'on se le dise et ça va beaucoup mieux derrière. Et pour autant, la santé est une des conditions sine qua non de création de valeur pour une entreprise. Et là encore, rien d'idéologique, hein. Allez bosser avec 42 fièvres, vous allez voir si vous réussissez à être performant. Donc l'idée de la reconnaissance existentielle, c'est de se dire je te traite avec respect systématiquement, quoi que tu fasses, quels que soient tes comportements, même les pires, et je vais t'interroger par rapport au travail pour te faire participer. C'est souvent, là encore, 702e digression, c'est souvent ce qui étonne, nous les clients, parce que nécessairement, en Sens et Cohérence, moi ça fait 15 ans que je fais mon métier, j'ai un peu plus d'un millier d'interventions, du plus simple stress au pire, des viols, des agressions sexuelles, une prise d'otage, enfin on a traité tout ça avec mon cabinet, avec mes équipes. Nécessairement, ce que souvent les clients ne comprennent pas, c'est comment vous faites pour rester aimable et à l'écoute de celui ou celle, moi j'ai vécu ça une fois, qui a amené une étudiante, enfin une stagiaire en Pologne sur un site nucléaire et qui l'a violée. Comment vous faites pour discuter avec un type comme ça et le traiter avec respect? Mais j'explique que je mésestime son comportement, mais l'humanité qui est la sienne, je ne la néglige pas. Et c'est très souvent quelque chose de compliqué à comprendre. Alors, je vous avais promis, entrée plat, vous avez bien mangé tous vos légumes, je vous félicite. J'imagine que certains sont peut-être déjà en train de manger en nous regardant. Je vous avais promis le dessert. Il arrive. Je voulais vous parler de l'histoire des 4 managers. C'est quoi l'histoire des 4 managers? C'est une histoire vécue. C'est une façon de penser le retour à un travail en mode relativement hybride. On a mis en place du télétravail en mode crash, hein, c'était du fake télétravail. Hein. Il a fallu tout faire en crash, c'était compliqué. Et les équipes sont en train, tout doucement, on le voit chez les clients, en train de revenir en semi-présentiel, de se retrouver. Je pensais que ça arriverait plus tôt que ça et on est encore là chez mes différents clients. On va avoir 4 types de managers. Alors, vous allez voir qu'on est tous un petit peu, chacun de ces managers à un moment de notre vie, et ça ne sert à rien de s'en culpabiliser, simplement savoir où on en est, s'identifier soi-même par rapport à certaines situations ou certains contextes pour essayer d'avancer vers ce qu'on appelle un développement optimal de soi. Le premier manager, c'est le manager évitant. Celui-ci, ce qu'il veut, c'est sa propre sérénité. Ce manager évitant, lui, ce qui lui plaît, c'est de poser des questions qui ne sont jamais des questions très compliquées. Ça va, ça allait la circulation, ça s'est bien passé, quand tu as repeint ta maison. Enfin, c'est celui qui ne comprend pas qu'en fait, on n'a pas tous vécu cette situation de pandémie de la même manière. Entre seuls et ceux qui étaient sur le lac d'Annecy avec du rosé dans le frigo et puis des côtelettes de porc et qui ont pu faire des barbecues tous les midis, sans enfants avec un grand jardin. Et puis celles et ceux qui, en région parisienne, étaient dans un 60 mètres carrés avec 2 enfants à garder et famille monoparentale. On n'a pas tous vécu ce moment de la même manière. On ne le vit pas encore tous de la même manière. Il y a une hétérogénéité des vécus. Nous, on le voit beaucoup dans notre quotidien. Et ce manager évitant, c'est celui qui se doute que certains ont vécu des situations difficiles, mais qui n'aborde pas le sujet. C'est celui, en gros, qui fait comme si rien ne s'était passé. En gros, c'est celui qui va manquer de courage. Le courage, c'est quoi? C'est le fait d'affronter sa peur. Lui, il a peur d'entendre des trucs, donc il va manquer de courage. Et celui qui manque de courage dans le dictionnaire, c'est celui qui va montrer une lâcheté managériale. En gros, c'est celui sur qui vous pouvez toujours compter dès lors que vous n'avez pas besoin de lui. Vous savez, c'est le meilleur pote qui est toujours là, sauf pour les déménagements ou quand il faut porter des trucs lourds. C'est ceux qui sont là uniquement dans les bons moments de vie et pas dans les mauvais. Si on est bien d'accord, ce ne sont pas des amis, ce sont celles et ceux qui profitent de votre gentillesse. Ce manager évitant, le problème, c'est comme on ne pourra pas compter sur lui quand on a besoin de lui ou quand on a des soucis au travail, on va finir par l'éviter. Parce qu'on va aller voir d'autres personnes pour trouver de l'aide. Le manager évitant, il est apathique, il nie les problèmes, il n'aborde pas les sujets et donc le manager évitant va être évité. Deuxième forme de manager, c'est un manager qu'on va appeler le manager intrusif. L'histoire que je vais vous raconter est vraie. Lorsqu'il y a un peu plus d'1 an, il y avait un retour au travail dans une usine. Un monsieur me disait, moi, dans mon équipe, il savait que j'étais en cours de PMA en fait, pour avoir des enfants. Je ne réussissais pas à avoir des enfants. Et comme j'ai dû poser des congés pour ça à un moment, ça n'a pas fonctionné. Mon manager savait ça. On ne s'était pas vu depuis les confinements, on s'était très peu vu. Et le jour où mon manager m'a réaccueilli, il est arrivé en me disant, dis donc, confinement, tu as été beaucoup à la maison. Alors, c'est passé comment avec ta femme? Et là, il m'a dit, mais j'étais blanc, bleu, vert. Enfin, c'était hyper intrusif. Mon manager, pour me réaccueillir, m'a posé des questions sur ma sexualité. On fait quand même difficilement plus intime que la sexualité. Et il dit, j'ai compris que c'était bienveillant. Enfin,
C'était franchement sincère, il avait envie de savoir si ça allait mieux. Mais alors, dis donc, qu'est-ce que c'est gênant? Que ça soit bienveillant, c'est une chose, mais la bienveillance, c'est aussi parfois la gênance. Ben, ce manager-là, c'est ce manager qui va être un peu intrusif. C'est celui qui va vouloir qu'on l'aime, qui va vouloir être apprécié et qui est souvent à côté du cadre. J'aime bien cette phrase de Steve Jobs qui disait « Si tu as fait du management pour être aimé, tu t'es gouré, tu aurais dû faire marchand de glace. » Ben, c'est un peu cette idée-là, quelque part. C'est que ce manager sympathique, il va aborder des sujets qui sont intimes, sans lien avec le travail. Il va passer pour un type sympa, mais déplacé, il va provoquer de la gêne dans l'équipe. Bah, posez-vous la question simplement, hein, quand vous marchez sur un trottoir et qu'il y a un truc qui vous gêne, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous le contournez. Le manager évitant va être évité, le manager intrusif va être contourné. Troisième type de manager, celui qu'on n'aime pas forcément, c'est celui qui va être l'agressif, celui qui va être dans l'antipathie. Celui qui considère que le télétravail, c'est les vacances, c'est bon, tranquille, tu bosses en chaussons, tu t'es fait ton petit verre de coca, pas trop fatigué. C'est celui qui va nier en fait les vécus individuels des uns et des autres. Le fait qu'on n'a pas tous la même charge émotionnelle, certains ont perdu des proches en situation de Covid, certains ont vécu des naissances compliquées parce que les papas n'ont pas eu le droit d'accéder, on va dire, à la salle de maternité, certains ou certaines ont vécu des enfants malades, enfin, on n'a pas tous vécu la même chose, il y a une singularité des vécus. L'agressif, lui, il se focalise sur la performance rapide. C'est allez, on arrête de lambiner un peu, maintenant je veux 100% sur les ventes parce que là, il faut que cette année, ça délivre. En fait, il a oublié que la performance, c'est toujours une ligne de crête entre deux abîmes, de la santé et la performance business. Et il faut, on va dire, un pas modéré pour arriver au sommet quelque part. Que de la performance, ça déglingue de la santé et donc ça finit par déglinguer la performance. Parce que bosser avec 42 fièvres, encore une fois, ça finit par tuer la performance, mais que de la santé. Ça serait aussi néfaste. Une entreprise qui souhaiterait ne produire que de la santé finirait par dégrader sa performance et par fermer ses portes. Et on le sait bien quand on travaille comme moi sur les risques psychosociaux et qu'on accompagne plusieurs PSE tous les ans, le plus grand des risques psychosociaux, c'est de perdre son travail. Et donc effectivement, cette ligne de crête entre deux abîmes, c'est trouver le juste équilibre entre santé et performance. Ce manager-là antipathique, il va discréditer, il va nier la souffrance de certaines ou certains, et ça va générer une frustration. Bah oui, je me sens frustré de tout ça. Et la frustration, peut-être le savez-vous, c'est le modèle de Berkowitz en psychologie, c'est toujours l'antichambre de l'agressivité. Je suis frustré, donc je suis agressif. Et on peut être agressif à plusieurs égards. Agressif contre soi, bah, si mon chef me parle comme ça, c'est sûrement parce que je suis nul, parce que j'ai pas de valeur, j'évoluerai pas. Et donc, super motivation pour retrouver de la performance. Hein. Franchement, se trouver nul et avoir l'impression que notre chef nous aime pas, c'est pas nécessairement ce qui va nous faire du bien. Agressivité retournée contre le chef, enfin, l'insulter, lui mettre une paire de claques, ça arrive rarement, mais ça arrive parfois. Agressivité retournée contre les objets. Moi, je vois beaucoup ça dans la restauration ou dans certaines usines où on va mettre des coups de genoux dans les portes, dans les vestiaires, tout ça, parce qu'il faut qu'on décharge la tension générée par la frustration qu'on a vécue avant. Et puis, quelque chose qu'on oublie trop souvent, l'agressivité retournée contre le travail. Mais l'agressivité retournée contre le travail, ça existe. Les vols, ce qu'on appelle les rétributions pirates, la grève du zèle, la grève de ce qu'on appelle les comportements de citoyenneté organisationnelle. Si ça vous intéresse, ce sujet, il est possible qu'avec Grégoire, on fasse des masterclass l'an prochain et qu'on développe la question des comportements de citoyenneté organisationnelle. Pour faire simple, c'est le petit supplément d'âme que vous mettez au travail qui fait que ça met de l'huile dans les rouages et que ça tourne sans pour autant que personne ne le sache et sans en attendre un salaire supplémentaire. Hyper intéressant, les comportements de citoyenneté organisationnelle, notamment juste avant les élections qui sont plutôt en France vécues comme clivantes actuellement. Donc, manager agressif va générer de la frustration, de l'agressivité. L'évitant est évité, l'intrusif est contourné, l'agressif génère de l'agressivité. Et enfin, vous le savez, les psychologues essaient toujours de vous amener vers le mieux. Donc, il existe une dernière forme de manager qui est le sense maker. 705e digression, quand même pour que vous le sachiez. L'idée, c'est que ces managers, c'est une façon d'évoluer. C'est un peu comme les trois petits cochons. Peut-être que certains, quand ils ont lu les trois petits cochons quand ils étaient gamins, avaient l'impression que c'était l'histoire de trois cochons. Mais symboliquement, les trois petits cochons, c'est pas ça. Symboliquement, c'est l'histoire de la vie. Le premier, c'est l'enfant, parce qu'il a un principe de plaisir absolu. Je ne fais que kiffer, que jouer. Du coup, ma maison, je l'ai faite en 5 minutes, c'est de la paille, bah, je me fais bouffer. Le deuxième, c'est l'adolescent, qui essaie de mettre en place un système plaisir-responsabilité qui construit sa maison en bois, qui résiste un peu mieux. Et puis le dernier, c'est l'adulte, qui met en lumière ses responsabilités pour ensuite jouir du plaisir. Il a une maison qui résiste. Les trois petits cochons, c'est l'histoire du développement
de l'être humain. Ça n'avait rien à voir avec cette masterclass, mais on est jeudi, et si vous faites un apéro du jeudi soir, ça vous permettra d'avoir un truc un peu rigolo à raconter aux gens avec lesquels vous êtes. Alors, sortons un peu de mes histoires de cochons et revenons à nos moutons. Le sensemaker, c'est quoi? Le sensemaker, c'est le manager qui va être dans l'empathie. Celui qui va réussir à recueillir les perceptions, la diversité des vécus de son équipe. Lui, il cherche la performance durable, ce sensemaker. Il va essayer de faire en sorte qu'on prenne un temps ensemble pour partager nos vécus et qu'on s'en serve pour améliorer la situation. Il crée du sens à partir de situations de crise. C'est une étude scientifique, hein. Ce n'est pas moi qui ai inventé quoi que ce soit sur le sense-making, c'est Carl Weck qui a écrit ça en 87 et qui l'a perfectionné depuis, ce qui fonctionne très bien. Il est dans l'empathie, il va passer pour quelqu'un d'inspirant et il va engager durablement son équipe. Alors, là encore, on pourrait me dire, Grégoire, il avait promis que tu allais nous donner des trucs concrets, et là, c'est des trucs de psy forcené, les cheveux dans le vent. Eh ben non, pas de bol, je vais vous donner des trucs concrets. Comment faire du sense-making avec son équipe demain matin? Demain matin, vous les recevez ensemble dans une salle si vous voulez, vous ouvrez les fenêtres et vous mettez vos masques. 4 choses à faire. Premièrement, on n'a pas tous vécu la situation de la même manière. Moi, ce que je demande en première étape, c'est de dire aux uns et aux autres, choisissez une chanson qui, quelque part, ou un homme politique ou un animal, mais la chanson, c'est plus sympa. Choisissez une chanson qui vous semble symboliser le mieux votre vécu de cette période un petit peu spéciale ou très exceptionnelle. Et on laisse le temps à chacun de fonctionner. La semaine dernière, moi, j'ai eu le droit à Tu ne me dois rien de Stéphane Echer et des Spice Girls. Bon, c'était assez original. On s'en tape un peu de la chanson en tant que telle. L'idée, c'est de permettre aux uns et aux autres d'identifier la façon dont ils ont vécu les choses et de le partager avec les membres du groupe. Qu'on sache avec quoi chacun revient. C'est l'expression des émotions qui sont les nôtres. Vous savez, on dit en psychologie que les émotions, il y a 3 choses qu'on peut faire avec. Les exprimer, les imprimer ou les exploser. Là, il s'agit d'exprimer et d'entendre les autres parler pour savoir ce avec quoi chacun revient. Dans un second temps, on va essayer d'apprendre de la crise. On va demander aux uns et aux autres, est-ce que tu as 2 éléments positifs, 2 éléments négatifs qui me permettent, on va dire, de dresser un regard sur la façon dont on a bossé ensemble pendant 18 mois. Pourquoi 2 points positifs et 2 points négatifs? Parce que votre mémoire humaine n'est absolument pas une chambre d'enregistrement de votre vie. Ça serait trop beau. Peut-être pas d'ailleurs. Votre cerveau, il est beaucoup plus fait pour oublier que pour mémoriser. Si vous vous souvenez encore de ce que vous avez mangé au petit-déj le 7 mars 96, votre vie est une horreur, nécessairement. Et donc, on peut remodeler notre mémoire, on va dire, opérer ce qu'on appelle une réévaluation cognitive par rapport à notre vie. Et donc, demander 2 points positifs, 2 points négatifs, c'est relire a posteriori la situation pour lui donner du sens. Sense making. Une fois qu'on a fait ça, alors moi, souvent, ce que on dit, on a fait des réunions plus courtes, c'était cool, les processus décisionnels étaient vachement plus rapides, un peu moins de reporting. En revanche, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on s'est pas vu beaucoup et qu'au bout de 18 mois, on est revenu sur un mode où il fallait faire des Excel pour justifier ce qu'on faisait, ce qui était un peu relou. Donc, on me donne des points positifs, négatifs par rapport au travail, hein, uniquement par rapport au travail. Ensuite, la 3e étape, quand on est manager, c'est la plus compliquée. C'est d'expliquer que pour un manager, ça a été nouveau aussi, cette façon de fonctionner. Et que se condamner à l'excellence managériale dans la nouveauté, se condamner à l'excellence dans la nouveauté, c'est au mieux une imbécilité et au pire une brutalité. On n'est jamais excellent dans la nouveauté et c'est logique, ça s'appelle une courbe d'apprentissage. L'idée, c'est d'expliquer les décisions. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon équipe, hein. Je leur ai dit, écoutez, moi, je n'avais jamais managé comme ça en situation de pandémie. J'ai probablement été parfois un peu brutal, pas clair dans mes demandes. Je vous ai demandé des trucs que j'ai oubliés et j'ai oublié de vous féliciter pour certains de vos succès ou de vos victoires. Et il est possible que parfois, je vous ai froissé ou que j'ai été super casse-pied quand j'étais stressé. Ce n'était pas mon intention, j'en suis désolé. S'il y a des choses qui vous ont déplu, c'est le moment de s'en parler parce que je suis tout à fait prêt à reconnaître que sur certains sujets, j'ai bidouillé un peu et j'ai pas été bon. On se parle de manager parce qu'on adore les mots en parler franglais, mais un manager, c'est quoi en français? C'est un responsable. Et on ouvre sur Larousse, c'est quoi un responsable? C'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Et savoir reconnaître qu'on n'a pas été bon dans une situation exceptionnelle, c'est une façon de créer de l'alliance avec son équipe parce qu'on montre quelque part qu'en se montrant responsable, on crée ce qu'on appelle un leadership authentique et on va amener l'équipe à se montrer responsable et exemplaire elle aussi. Et enfin, on va aussi créer ce qu'on appelle un climat de sécurité psychologique propice à la performance. Et enfin, l'idée, c'est de prendre 2-3 bonnes idées qu'on a recueillies de apprendre de la crise, mon point 2, et d'essayer de les tester. Pour une raison simple, parce qu'on fait parfois des choses en entreprise qu'on pérennise juste parce qu'elles ont le mérite d'être déjà là. Bon, on a toujours fait ça, alors on continue. Vous savez, un peu comme le napperon qui est au-dessus de la télé, ça fait 20 ans qu'il est là, il est plein de poussière, et que personne ne vous a jamais dit, à un moment, il faut le changer, ce truc-là, c'est horrible. Bon, il est là, vous ne le voyez même plus, en fait. Désolé pour ceux qui ont des napperons au-dessus de la télé, hein, mais l'idée, c'est d'expérimenter ensemble, de tester 2-3
trucs nouveaux dans la façon de fonctionner et puis de tester pendant 66 jours. Pourquoi 66 jours? Parce que c'est le temps moyen pour qu'un comportement artificiel devienne une habitude. Alors, si vous avez compris qu'aujourd'hui, ce qui importe, c'est moins de chercher à se ressembler sur ce qu'on a vécu que de chercher à se rassembler sur ce qu'on veut devenir, eh bien, vous avez tout compris. J'ai coutume de finir cette conférence en vous invitant non pas à prendre votre mal en patience, mais plutôt à prendre votre bien en urgence. C'est tout le bien que je vous souhaite. Merci beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez vous poser. Top, merci beaucoup Adrien. Quelle énergie, quelle pêche. C'était vraiment, c'est toujours un grand plaisir de t'écouter. On va commencer à prendre les questions, dont celle de Marjorie qui vient d'arriver et qui est en lien avec la fin de l'échange. Elle nous demande si c'est pas un peu déclencher l'échange dont tu parlais sur la crise. On se demande quand est-ce qu'elle va finir cette crise et Marjorie nous demande si c'est pas un peu réchauffé de parler maintenant de ces sujets-là ou est-ce qu'ils sont encore d'actualité vraiment? En fait, parler de la façon dont chacun traverse cette situation de pandémie, alors effectivement, si vous l'avez déjà fait 25 fois, ce sera réchauffé. Mais pour réchauffer un plat, encore faut-il qu'il ait été chauffé une première fois. Et ce dont on se rend compte, c'est que la prise en considération de la diversité des émotions et de la singularité des vécus dans les équipes, très concrètement, en tout cas, moi, je bosse avec quasiment la moitié du CAC 40 et peut-être la moitié du SBF 120 aussi, dans les entreprises. Ça a été assez négligé. On s'est dit, bon, on organise un télétravail, on signe un accord de télétravail, parce qu'on a pensé que signer un accord suffisait à incarner les choses, et derrière, c'est parti, on y retourne. En fait, la prise en considération de la singularité des vécus des uns et des autres, on l'a très peu fait. Et puis, on n'est pas obligé de le faire par rapport au confinement. Hein. Les confinements, effectivement, c'était il y a longtemps. On peut le faire par rapport à la situation de maintenant. Avec quoi on revient tous ensemble dans cette situation hybride? Permettre aux uns et aux autres de parler non pas du quoi, en réunion, mais du comment, c'est hyper important. En France, on sait très bien faire des réunions sur le quoi. Tu as fini le dossier X, t'en es où par rapport aux KPIs et aux indicateurs de prod? Est-ce qu'on a les taux de rebut de la supply? Ça, on sait faire le quoi. Mais prendre un temps ensemble pour se dire comment on bosse, prendre de la hauteur, avoir une vision un peu dragonfly, comme disent les Américains, de la façon de travailler et permettre aux uns et aux autres d'exprimer ce qu'ils ressentent, non seulement c'est pas réchauffé, mais c'est une des conditions sine qua non d'un vivre ensemble de qualité. Ok, merci beaucoup sur le partage. Avant de prendre d'autres questions, moi j'en avais une, c'est alors on a vu que tu avais vraiment, et c'est ça ce qui est génial, que tu étais un peu les mains dans le cambouis parce que tu travailles vraiment au quotidien avec beaucoup d'entreprises. Est-ce que tu as vu, toi, depuis la reprise, en gros depuis septembre, une évolution sur les RPS pour que tu partages avec tous les managers de la communauté et les décideurs RH et peut-être une intensification ou une diminution, enfin, est-ce qu'il y a eu des changements là depuis 2-3 mois sur la typologie et la fréquence des RPS? Oui, clairement. Pour vous donner un chiffre concret, alors on connaît les chiffres d'Opinionway, de Santé publique France et autres. Nous, Sens et Cohérence, cette année, on est à 214% de l'année dernière. Ça vous donne une idée, entre guillemets, de la volumétrie de la demande. On voit une explosion. J'ai un ami, Christophe, là, qui est du club des Burnoutés, que je vois, qui nous observe. On voit une explosion des situations de burn-out dans les situations de travail. On voit beaucoup de burn-out en ce moment. J'ai fait, celles et ceux qui me suivent sur LinkedIn, je vous invite à me suivre d'ailleurs. Vous verrez 3 articles, avant, pendant, après, que j'ai partagés avec des méthodes simples pour endiguer, réaccueillir, préparer, puis comprendre que c'est avant tout une symptomatologie individuelle pour une problématique organisationnelle. On voit, nous, une explosion des situations de risques psychosociaux et on voit effectivement une conflictualité bien plus forte dans les entreprises. On l'avait dit dès le départ, ce n'est pas une très grande surprise. On avait dit la 4e ou la 5e vague sera psychique ou psychiatrique, avaient dit certains, parce qu'on ne peut pas rester éternellement dans une situation qui est stressante et à vivre des perturbations sans qu'à un moment, le corps entérine tout ça, le cerveau entérine tout ça et finisse par le traduire difficilement. Alors, on n'est pas condamné, encore une fois. Hein. Je ne suis pas tragique dans mon propos. Ce qui serait tragique, c'est de vous dire ce qui est tragique, c'est la vie. C'est de dire quoi que vous fassiez, vous mourrez. La vie en elle-même, elle est tragique, ça c'est sûr. Vous avez beau avoir la meilleure des santé, manger des pommes, ce que vous voulez, un jour ou l'autre, ça se finira. La vie est tragique. Mais en tout cas, la façon dont on vit le management en ce moment n'est pas tragique parce que des solutions, il en existe. Ce qui serait tragique, c'est de se dire on voit une inflammation du corps social au travail et on va être condamné à manger notre pain noir. Non, il y a des entreprises qui sont vertueuses. Globalement, Grégoire, moi chez les clients, alors je vois 2 types de clients. J'ai mes clients qui ont vraiment craqué le truc, c'est-à-dire
Celles et ceux qui ont compris que les modes de management en mode commande et contrôle basés sur les théories de l'homo economicus, c'est-à-dire le salarié est un bon à rien qui vient tirer un salaire en essayant de bosser le moins, celles et ceux qui ont des regards très stéréotypés, très éculés, qui ont des modes de management qui sont dans l'obsolescence et qui veulent les perpétuer demain, se retrouvent dans une situation assez compliquée. Moi, j'ai des clients qui sont des grandes entreprises qui sont sur des marchés matures. Sur un marché mature, ce qui fait la différence, c'est ton innovation. Pour innover, il te faut des bonnes idées, du sang frais, des gens qui sont là. Mais si tu dis aux personnes, écoutez, on va revenir à un mode de management commande et contrôle, ils se barrent. Moi, j'ai des clients qui disent, mais c'est une épidémie, quoi. Enfin, les gens partent. Oui, les gens partent, mais ils partent dans des endroits dans lesquels les conditions de travail sont davantage favorables à leur santé et à l'exercice de leur métier. Parce que les théories de l'homo economicus, l'homme est feignant par nature et ne veut que tirer un salaire, ça fait quand même 40 ans qu'on sait que c'est faux. Que les gens sont motivés par le sens du travail, par l'intérêt qu'on leur donne, par les conditions dans lesquelles ils vont pouvoir exercer un travail qui leur plaît. Alors forcément, c'est ceux qui... Pardon, vas-y. Pardon. Non, parce que justement, t'es pas Madame Irma, mais je veux dire, vous, c'est quoi vos prévisions, les professionnels de la QVT, les psychologues du travail sur, là, on est fin 2021, 2022 qui se profile. Quelles sont les tendances? Et de deux, comment est-ce que les managers et les RH peuvent les anticiper pour bien les vivre? Là, on a parlé de comment on anticipe les RPS, comment est-ce qu'on les traite quand ils sont là. Et là, au vu de 2022, toi, ce serait quoi peut-être ton conseil? C'est un conseil en fait qui va sembler égoïste, mais qui est en fait profondément altruiste. Je l'ai dit, prendre soin de soi, c'est toujours œuvre de responsabilité et de lucidité et absolument pas égoïste. On en fera peut-être des masterclass ensemble sur ce qu'on appelle la psychologie de la récupération, mais comment on peut prendre soin de soi et retrouver de la santé physique et mentale. Moi, je ne peux que vous inviter dans les mois à venir, mais dès cet après-midi, à donner au travail sa juste place. Et sa juste place, ça ne peut pas être toute la place. Et donc, effectivement, avoir des éléments sur lesquels vous allez vous ressourcer ailleurs, à prendre soin de vous, de vos histoires d'amour, des gens que vous aimez, de l'activité physique, pouvoir vivre en dehors des situations de travail, parce que plus vous tissez des liens avec la vie, plus, lorsqu'un lien se rompt, vous serez retenu. Si l'unique lien que vous tissez, c'est un lien professionnel, le jour où ça se casse, vous cassez la figure. Le but du jeu, c'est de tisser un maximum de liens amicaux, sportifs, professionnels, de toutes sortes, pour qu'effectivement, c'est dans la diversité des sphères de la vie que vous allez vous épanouir. Ce qui vous permettra de prendre soin de vous, et en ayant, on va dire, plus de sérénité, vous serez en capacité à donner de l'attention, de la considération aux autres. Mais s'exploser à vouloir, on va dire, plaire à tout le monde, c'est toujours, au bout d'un moment, aller au-devant d'assez grandes déconvenues. Bon, cher manager, voilà, vous avez déjà une bonne info, prenez soin de vous. On va prendre la question de Simon qui te demande, Adrien, comment est-ce qu'on peut déceler une capacité du salarié à bluffer son monde pour s'assurer d'être bien vu et valorisé? Sourire, dynamisme, bon résultat, ponctualité, mais finalement démission ou burn-out non anticipé. Donc j'imagine, Simon, c'est toutes les problématiques un peu de ses collaborateurs qui essaient de masquer un maximum les choses et qui sont dures à détecter pour les managers. Est-ce que là, tu as un conseil pour Simon? C'est ce qu'on appelle du surface acting en psychologie ou la dissonance émotionnelle, c'est-à-dire entre ce que j'exprime et ce que je vis, il y a un hiatus, il y a un quiproquo. C'est effectivement très très mauvais pour la santé physique et mentale. Il vaut mieux dire dès le départ quand on est claqué ou quoi que ce soit. Ça permet d'être authentique avec soi, authentique avec le collectif, et au bout d'un moment, effectivement, le surface acting, le faire semblant, c'est nocif pour la santé. Alors, ce que j'ai envie de répondre à Simon, c'est qu'on fait jamais le bien des gens contre leur gré, en fait. Donc, si quelqu'un décide de faire ça, c'est pas de votre faute, vous n'y pouvez rien. On a la responsabilité de livrer aussi les difficultés qui sont les nôtres. Puisque là, ce que vous me dites, c'est quand il a fait ça et qu'il tombe et qu'il démissionne, en fait, c'est un peu trop tard. L'idée, c'est d'éviter ça et de créer ce qu'on appelle dans son équipe un climat de sécurité psychologique. Le climat de sécurité psychologique, c'est quoi en psychologie? C'est la capacité qu'on va avoir à se parler des sujets de risques psychosociaux et à dire dans l'équipe que tout est dissible. Ça ne veut pas dire qu'on fera ce qu'on nous demande, ça veut dire qu'en tout cas, on a le droit de dire qu'on est claqué, on a le droit de dire qu'on en a marre, on a le droit de dire qu'on est stressé. En fait, ce climat de sécurité psychologique, c'est la permissivité du manager ou l'acceptation du manager quant à l'expression des difficultés de ses collaborateurs. Si on crée ce climat de sécurité psychologique, il n'y aura pas nécessairement de surface acting parce que la personne n'aura pas d'intérêt à dissimuler la réalité de son état psychique.
Alors, on va poursuivre dans les questions. J'ai eu des demandes en message privé pour ceux qui voulaient vivre un atelier de coaching collaboratif Up Together. Donc, n'hésitez pas, je vous ai mis dans le sondage ceux qui souhaitent participer. Vous mettez un petit oui. On vous enverra une invitation pour vivre un atelier découverte de coaching collaboratif pour que vous voyez comment ça se passe. Il y a une question de Saïda qui nous demandait, au-delà de l'aspect relationnel, est-ce que la survenance des RPS n'est pas aussi et peut-être surtout la résultante de la déprofessionnalisation des salariés, autrement dit l'émiettement du fond et de ce que font les salariés? C'est une excellente question et je pense que Saïda a dû écouter France Culture la semaine dernière dans les chemins de la philosophie puisque c'était toute la question. Je crois que c'était Daniel Linhart qui était là et qui parlait de la déprofessionnalisation, c'est-à-dire sur le fait qu'aujourd'hui, on a tendance à considérer que travailler, c'est enchaîner une somme de process, ce qui est une hérésie, hein, parce que une activité qui peut se résumer à une somme de process, on sait qu'elle va disparaître, que c'est un métier qui va disparaître. Si on peut processer un métier, alors l'ordinateur le fera mieux que l'être humain et le métier disparaîtra. La question de la déprofessionnalisation, Saïda, elle est éminemment sociologique et sociologique au sens sociétal aussi du terme. C'est-à-dire que on a voulu faire en sorte que la polyvalence s'installe partout, on a voulu processer, on a voulu nier le fait que, j'aime bien cette phrase qui dit travailler, c'est échouer. Mais toute l'intelligence de l'être humain, c'est de dépasser les échecs qui sont les siens dans son quotidien pour trouver des stratégies. Moi, j'ai coutume de dire que les process, ils ne se définissent que par leur absence d'usage, tout comme les chemises ne restent repassées que sur un cintre. Quand tu travailles, nécessairement, tu es obligé de filouter avec les process. Mais c'est ça qui fait que l'entreprise tourne. Donc, effectivement, la survenue des RPS, elle vient aussi de la déprofessionnalisation de certains salariés, quand on ne reconnaît plus le caractère artisanal ou le savoir-faire, mais qu'on considère que le savoir-faire est une somme de tâches, on va dire, déshumanisées. On pourrait en parler énormément, Saïda, c'est probablement la question la plus passionnante que j'ai eue depuis un an. Très sincèrement, je vous remercie, j'imaginais pas du tout avoir ce genre de questions. J'invite celles et ceux qui écoutent des podcasts à écouter l'émission des Nouveaux Chemins de la Philosophie la semaine dernière sur France Culture. Elle est absolument passionnante et je n'ai aucune prétention à répondre aussi bien que l'a fait l'interlocutrice qui était interviewée, qui était passionnante. Moi-même, j'ai appris plein de choses. Merci infiniment, Saïda. Alors, une question beaucoup plus prosaïque, mais néanmoins que beaucoup de managers se sont posés à la reprise, et je pense que c'est encore le cas, c'est autour de tous ces petits rituels, notamment la poignée de main et le fait de se faire la bise, qui ont disparu dans la majorité des entreprises. Quid de l'impact sur la coopération dans ce contexte de reprise, et est-ce que ça peut créer un climat anxiogène et après déclencheur de RPS? Enfin, il y a tous ces sujets-là autour de ces petits rituels culturels qu'on avait qui sont en train d'être gommés. Est-ce qu'il faut les reprendre, pas les reprendre? Est-ce que tu as un avis sur ça? Je ne sais pas s'il y a des conseils à donner. Alors déjà, le conseil en situation de pandémie, c'est effectivement si on peut éviter de s'embrasser, de se serrer la main, c'est nécessairement mieux, puisque si votre santé mentale est importante, votre santé physique l'est tout autant. Et les gestes barrières, il est important de les conserver tant que faire se peut. Alors, je n'ai pas connaissance d'études sur le fait que la disparition des bises et des poignées de main ait un impact sur les risques psychosociaux. En revanche, on sait qu'il y a des études qui mettent en lumière, on va dire, le fait que la distance sociale, elle est parfois forcément un peu plus anxiogène pour les personnes et elle peut déliter un petit peu notamment l'innovation. Mais il ne s'agit pas d'être à côté pour coopérer, hein. On peut être à côté et n'absolument pas coopérer. On a tous des collègues qu'on déteste et qu'on trouve imbuvables. On est à côté dans l'open space et on ne coopère pas. Donc la coprésence ne fait pas la coopération. La coopération, elle s'ancre, on va dire, sur la nécessité d'œuvrer au service d'un projet commun. Et donc, il y a un acte managérial qui est de donner du sens au travail en expliquant qu'on va créer ce qu'on appelle un but supraordonné en psychologie. Un but supraordonné, c'est un but qui ne sera atteignable que par la coopération des parties en présence. Donc, effectivement, la disparition de tout ça, on peut le déplorer en tant que tel, mais c'est ponctuel, ça reviendra dans un second temps. Et il y a plein d'autres astuces qui vont permettre de faciliter la coopération, mais je pense que ça, Up Together, en parlera probablement peut-être mieux que moi. Ok, merci. Après, on a une super question de Louise qui est donc RH, j'imagine. C'est comment faire quand les managers et le boss lui-même nient toute forme de difficulté des collaborateurs? Comment nous, RH, on peut être à l'écoute quand on est pieds et poings liés face à ce type de situation et de personnes? Quel est ton conseil pour pour nos décideurs RH qui sont dans la salle?
C'est une question qui est épineuse parce qu'il y a effectivement encore certaines entreprises dans lesquelles il y a un déni des situations, soit un déni, soit le fait d'être tourné en ridicule. Oh, les gens se plaignent tout le temps, dès qu'il y a un peu de travers, c'est bon, ils nous saoulent, un coup de stress et ça y est, ils se disent harcelés. Enfin, soit le fait de tourner en dérision, en ridicule, soit d'être dans le déni de ce genre de situation. C'est particulièrement délicat pour les RH. En fait, ce que l'on voit, c'est que certains ont des représentations du stress qui sont des représentations honteuses quelque part et qui préfèrent le dénier. Pour faire bouger une représentation de quelqu'un, on va créer une dissonance cognitive. La meilleure des dissonances cognitives, c'est, alors ça va être horrible ce que je vais vous dire, mais c'est de capter dans les équipes les problèmes qu'il y a. Et une fois effectivement que le problème est existant, ça crée une dissonance cognitive chez le manager qui se dit mais alors attends, là du coup je pensais que ça n'existait pas et j'en ai un, comment je fais? L'idée c'est d'utiliser l'existence et de capter tout ça pour le mettre entre guillemets sous le nez du manager ou du chef d'entreprise, pour lui expliquer que encore une fois, moi j'explique souvent quand on dit non mais chez nous il n'y a pas de RPS. Moi je dis toujours à mes clients, enfin en tout cas aux prospects qui me contactent en disant bon je vous contacte parce que mes syndicats se plaignent mais chez nous il n'y a pas de RPS. Et moi je leur dis mais comment vous faites? Parce que chez Sensei Cohérence, il y en a en fait. Il y a des risques psychosociaux chez Sensei Cohérence, mon cabinet, pour une raison simple. On travaille. Et le risque psychosocial, il est consubstantiel au travail. Tout comme le fait de s'engueuler, c'est consubstantiel aux histoires d'amour. Celui qui me dit, moi, ça fait 20 ans que je suis avec ma femme, on ne s'est jamais engueulé, très sincèrement, mon grand, inquiète-toi un peu. À mon avis, il y a un loup quelque part. C'est-à-dire que la coprésence, elle implique la conflictualité, nécessairement. Et ce n'est pas grave qu'il y ait du conflit en situation de travail, c'est aussi ce qui est facteur d'innovation. Donc, il s'agit aussi de démystifier les risques psychosociaux en disant, ce n'est pas une maladie honteuse. Dès qu'on commence à travailler, il y a un risque psychosocial. Dès qu'on vit, on prend le risque de mourir. Dès qu'on sort dans la rue, on prend un risque routier. C'est pas grave. Il s'agit d'en avoir une lucide compréhension pour en avoir une meilleure gestion. Mais c'est pas parce qu'on retient nos larmes qu'on est moins malheureux. C'est pas parce qu'on fait l'autruche que les choses disparaissent. Les risques psychosociaux, il vaut toujours mieux les traiter pour qu'ils évitent d'exploser, justement. Avant de prendre la question de Miguel sur les SenseMakers, tu disais qu'après avoir écouté, accueilli, il fallait orienter. On a eu une question sur, enfin, j'oriente vers qui? Tu disais vers la meilleure personne, mais concrètement, c'est quoi? C'est la médecine du travail? C'est la personne en qui c'est la DRH? Si autrui a confiance dans le service RH, on va vers RH. Dans les syndicats, enfin les IRP, les syndicats des IRP, le service de santé au travail, l'assistante sociale, l'infirmière, le manager. Le but du jeu, c'est d'orienter vers une personne qui sera en capacité à escalader le sujet et en qui votre collègue a confiance. Il n'y a pas de bonne personne vers qui orienter, mais globalement, on a souvent le triptyque fonction RH, service de santé au travail et derrière IRP, parce que les élus ont un super rôle là-dedans aussi. Et s'il n'y va pas, on conseille, on oriente, mais on voit que ça bloque. Non, mais alors, on ne fait pas le bien des gens contre leur gré. C'est la question qu'on m'a posée en conférence hier, si les gens ne veulent pas y aller. Moi, je donne toujours le même conseil. Déjà, ça leur appartient, c'est leur choix. C'est-à-dire que orienter quelqu'un, c'est pas lui mettre, entre guillemets, un fusil sur la tempe en disant maintenant tu y vas. Mais on peut faire verbaliser la personne en disant ok, je comprends que tu ne veuilles pas en parler à la RH ou au médecin. Mais du coup, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer si tu restes dans cette situation-là et que rien ne bouge? L'idée, c'est de faire verbaliser à autrui les conséquences potentielles de ses actes pour qu'il en prenne conscience. Et ensuite, surtout, on évite la clé de bras. On lui fait verbaliser les conséquences potentielles de ses actes et on en reste là. Parce qu'il va cheminer et on lui laisse un jour, 2 jours. Et souvent, le cheminement avec du temps, ça permet de dire non, mais tu as raison, en fait, je vais aller voir le médecin parce que là, je pense que c'est nécessaire. Pas de comment dire, souvent on aurait tendance à se dire, bah, je vais peut-être en parler à quelqu'un d'autre dans l'entreprise qui va peut-être essayer de le convaincre. Souvent un manager ou justement un IRH disant, écoute, il y a Adrien, il n'est pas très en forme en ce moment, j'ai essayé de l'aider, mais j'y arrive pas. Ça, si je comprends bien, il vaut mieux pas le faire. C'est ce que tu dis. On peut tout à fait le faire. On peut aller chercher de l'aide soi-même si on voudrait, si on veut en tout cas aider la personne, avec toute la délicatesse nécessaire, parce qu'autrui, si autrui vous a fait confiance et vous a témoigné, on va dire, de ses difficultés, il n'a peut-être pas nécessairement envie que vous alliez les ébruiter à droite, à gauche. Donc, c'est à faire, mais avec modération par rapport à ça. Bien sûr, là, je parle des cas où on n'est pas dans un passage de l'acte suicidaire imminent. Si effectivement quelqu'un vous dit bah là j'ai envie de me ficher en l'air, on ne se dit pas tiens peut-être que les conséquences de tes actes, non, on appelle le 15. Ok.
Très clair. Avant de conclure, oui, alors Nicolas me demande, pour t'inscrire à un atelier découverte, c'est dans l'onglet sondage et tu réponds oui et on vous enverra l'invitation. Donc Miguel, elle nous demandait, est-ce que tu as des conseils pour proposer les 4 phases SenseMaker à un manager avec qui on vient conflit? En fait, à partir du moment où on vit un conflit avec son manager, ça va être un peu compliqué d'être en situation de sense-making. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a conflit avec le manager, la première des choses, c'est de résorber le conflit. D'ailleurs, c'est une obligation légale de l'employeur. Hein. S'il a connaissance d'un conflit, il faut qu'il le résorbe. Donc, cette question, je pourrais faire la même réponse. En fait, dès lors que tu as un conflit, il n'y a rien d'autre de possible à part le conflit. C'est comme dans une situation de couple. S'il y a un sujet sur lequel vous êtes en gros conflit, on pourra aborder rien d'autre. Donc, il s'agit d'abord de se focaliser sur ce qui pose problème, le conflit, avant de pouvoir aller faire du sense-making. Mais si dans une équipe, il y a un hyper-conflit, de toute façon, ça va être un peu compliqué de pouvoir aller travailler sur d'autres sujets que ça. C'est une priorité qu'il faut traiter. Ok, top. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées. Il y a encore des choses qui arrivent dans le chat. Non, c'est Saïda quoi qui nous remercie. Adrien, il nous reste nous aussi à te remercier chaleureusement pour cet échange. Merci pour votre attention. Ton conseil a été de dire aux managers et aux RH, prenez soin de vous pour mieux accompagner les autres. Aurais-tu un autre conseil à nous donner en cette fin d'année et avec toutes les bonnes résolutions qu'on va tenter de prendre entre la dinde et la bûche en fin d'année pour que justement on puisse limiter ces RPS et bien accompagner nos collectifs? En fait, je vais vous donner un conseil qui ne sera pas pour la fin d'année, mais pour la fin de cette conférence. Vous allez vous déconnecter dans quelques secondes. Ce que l'on sait, c'est que sur le temps de midi, si on veut pouvoir récupérer sa force de travail et avoir de l'énergie dans un second temps, ça va être important d'aller solliciter d'autres sphères du cerveau que les sphères qu'on utilise pour travailler. Vous m'avez écouté, vous avez mobilisé vos qualités cognitives. Il fait, en tout cas à Paris, à peu près beau. Sortez, allez marcher une demi-heure, 40 minutes. Ça va réduire votre taux de cortisol dans le sang, augmenter les endorphines. Ça va vous faire perdre 1 ou 2 points de tension artérielle. Et ça va vous faire mobiliser d'autres sphères du cerveau de marcher que de regarder un ordinateur. Donc, allez vous aérer ce midi. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour l'instant. Génial. Merci, un grand merci à tous et on vous envoie le mail d'Adrien, vous aurez tout ça dans le digest, on vous envoie tout ça. Un grand merci, prenez soin de vous, rendez-vous en 2022 pour les prochaines masterclass Up Together et à très vite. Salut à tous, salut à toutes, au revoir. Au revoir.